Après, vous remettrez en scène ces éléments par rapport aux descriptions vues ensemble. Quand on se rapproche, vous vous souvenez, je vous avais dit, ah, voici donc un gendarme qui est merveilleusement à l'endroit où se trouvait le criminel, parce qu'on voit bien la cagette avec le haut droit qui a été tiré vers donc la hauteur en haut à droite, la cagette qui a été un petit peu inclinée de sorte que le coin en haut à gauche fait écran avec la tête qui se trouve juste derrière, et puis aussi le fait qu'elle ait été poussée vers le bas en bas, cette cagette, pour qu'on cache le maximum de choses sur le sexe. Même si on n'a pas la couleur, on continue avec la troisième diapositive, et on observe que cette dame a vraiment été bâillonnée, a été attachée, a vraiment eu une situation terrible quand même, et qu'il y a quelques blessures sur la poitrine gauche, et qu'elle est dans une position donc totalement prostrée, sans néanmoins trace de sang ou blessure autre que celle-là. On fait un petit zoom là-dessus, sur la cinquième diapositive, et on s'aperçoit vraiment qu'elle est chosifiée, à la fois dans ses yeux, dans sa bouche, ligotée également avec les bras, même si on le voit moins. Et quand on enlève la cagette, au stupeur, nous avons affaire donc à une personne qui est vraiment dominée, soumise déjà dans cette position. Jean Bécard, même si vous ne voyez pas tout, et tant mieux, mais en tout cas son sexe est extrêmement apparent, et c'est là où a été introduit ce bout de bois pointu, avec des étoffes reliées en sa pointe, pour perforer gravement le vagin de manière antémortem, dira le médecin légiste, puisque tout est sanglant, et c'est pour ça qu'il y avait d'ailleurs des épanchements sanguins, même faibles, qui ressortaient encore du vagin après l'avoir lavé. Le médecin légiste dira qu'il a été lavé post-mortem, et que donc l'individu a tout fait pour, en quelque sorte, enlever les traces et indices liés à cette perforation. Et enfin, nous passons à la biographie. Alors, mesdames et messieurs, là je vous attends. Notre vrai travail collectif va consister, à partir de maintenant, dans la demi-heure qui suit, de trouver toute relation entre la biographie de X et cette scène de crime, ces éléments de crime. Je viens de vous faire un premier lien. J'ai insisté lourdement, j'ai dit, voici une dame qui passait son mercredi après-midi à faire du ménage de manière systématique, et c'est dans la baignoire, c'est-à-dire dans l'endroit où on la retrouve, qu'elle faisait justement sa petite lessive, de nouveau tous les mercredis, le jour où on va la retrouver morte. Je vous écoute, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point commun, à la limite, entre notre biographie de X et les faits que vous connaissez maintenant? Je vous écoute. Alors en fait, si on se basait sur l'affaire de X, on se rappelle bien qu'il était vu comme la bobonne de sa grand-mère. Oui. On le dit bien, un jour, en se basant sur les faits qui s'est passé quand il était noyé, en fait. Exact. Donc vers la maison. Et on voit ici que la dame qui était en train de faire son ménage et qui se retrouve dans la baignoire, on va dire. Moi je fais le rapport entre les deux en fait. Donc ménage, lui il était noyé, et là il est dans la baignoire dans l'eau. Ça fait. Moi, ce que je trouve comme lien, c'est le fait d'avoir fixé le ras-le-bol que lui a subi de son enfance par une grand-mère, et que cette dame-là aussi semble être aussi âgée, donc une grand-mère aussi. Je crois qu'on pourrait déjà commencer par là, vous avez raison, c'est-à-dire que la victime, c'est une grand-mère. La victime, elle a 72 ans, c'est une femme, alors c'est plus que ça, c'est au niveau de son caractère, il y a quoi aussi qui apparaît assez sensiblement? Elle est plutôt douce ou elle est quoi? Elle est autoritaire. Elle est quoi? Têtue. Elle fera exactement ce qu'elle veut. D'ailleurs, on vous dit, dans le genre froideur des relations humaines, il y a quoi aussi? On pouvait venir dans son magasin, et puis qu'est-ce qui se passe?
Bonjour, bonsoir, ça va, santé, blablabla, puis bon, ça, c'est expédié, voilà. C'est quelqu'un qui n'a aucun aspect commercial, aucun aspect voilà, de convivialité avec son client, elle est particulièrement expéditive. Bon, quoi d'autre? Sur la victime qui pourrait coller en fait avec cette grand-mère de X particulièrement détestable. Sexuellement, elle était comment? C'était quelqu'un qui avait un, je sais pas, un petit ami, un mari Ben non, elle était seule. Ah ben, excusez-moi, c'est le cas aussi de la grand-mère paternelle, elle est seule. On n'a jamais dit qu'il y avait quelqu'un avec elle. Bon, quoi d'autre? Est-ce que par exemple, c'était une femme qui était portée sur le sexe? On aurait pu imaginer que même étant à la retraite, elle se masturbait, elle adorait ça, elle regardait les revues pornographiques ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est ça? Non. Donc, et la grand-mère de notre voilà, librairie? Elle est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait avec les revues pornographiques? Dans une librairie, elle est obligée quelque part de vendre tout, pour tout client. Très bien, ok, c'est le principe. Mais après, elle met donc les revues pornographiques où? En hauteur. Vous me dire, parce que là, c'est pas extraordinaire, parce qu'effectivement, dans pas mal de librairies, on essaie de le mettre un peu de côté, ou en tout cas en hauteur, pour pas que ce soit à la vue des enfants, par exemple. Ok, très bien, ok, c'est pas encore extraordinaire. Mais par contre, elle fait quoi pour les revues les plus dures? Ah, c'est pas oui, elle les met sur une petite table à côté, isolée. C'est-à-dire que quelque part, vraiment, dès que ça devient un peu trop visuel ou un peu trop sexe, ok? Donc c'est quoi? On peut dire quoi? C'est un peu comment? Elle est un peu prude, elle est un peu quoi? Un peu moralisatrice, un peu quoi? Fin bêche, hein? Pas mal ça. Enfin, on se comprend, quoi. C'est une ambiance un peu comme ça. Et donc c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment attractif sexuellement, c'est ça que je veux dire, qui n'est pas vraiment à l'aise sexuellement avec la sexualité. C'est quelque chose, vous voyez, dans le genre grand-mère, voilà, grand-mère presque maternelle au bout du compte, sauf qu'on n'a même pas affaire à quelqu'un de maternel, on a affaire à quelqu'un de froid et distant de nouveau. Ça va? Bon. Alors à partir de là, on sent bien qu'il y a quand même des points communs dans la personnalité, on va dire, hein, de cette dame et ce qu'a connu M. X. Est-ce qu'on lui connaît aussi des relations privilégiées avec petit-fils, petite-fille, neveu, nièce, ou je sais pas quoi? Non. En fait, elle est isolée socialement, cette brave dame. Il n'y a guère que son Laurent de voisin pour l'aider un tant soit peu dans ses activités. Mais on sent bien que c'est pas du tout affectif, que ça n'a rien à voir avec des relations amicales. C'est plutôt des petits services, quoi. On se rend. Donc là aussi, c'est important. Elle n'a pas de vraie relation avec ses enfants ou petits-enfants, cette dame. Vous me suivez? Et puis, l'air de rien, elle a envie de continuer à travailler. Donc, continuer à travailler, ça veut dire que c'est sa principale activité. Elle pourrait très bien rester mamie à s'occuper de ses petits-enfants, elle pourrait rester mamie à, je sais pas, voyager, à s'occuper de son jardin, vous voyez, à être dans des activités de mamie, quoi, à la retraite. Mais non, pas du tout, elle veut continuer à travailler, elle veut continuer à vivre de la vente d'objets. La vente de livres, c'est-à-dire du matériel. C'est-à-dire que ce n'est pas une activité de relation humaine, c'est une activité de vente. Ah oui. Même si c'est pas, je comprends, aujourd'hui un critère déterminant pour dire « Ah, c'est pas bien, c'est une femme froide et rigide parce qu'elle vendrait des revues ». Non. Mais j'aurais pu dire, oui, dans son activité, elle s'occupe d'une association pour les jeunes, elle s'occupe peut-être de jeux avec ses petits-enfants, elle s'occupe peut-être voilà, de se créer des petites conférences par-ci par-là sur des activités qu'elle aime. Pas du tout. C'est vraiment de la vente basique de livres sur où elle encaisse et elle fait ses petits comptes, vous voyez, de manière un peu minutieuse, méticuleuse, les mercredis après-midi aussi, après avoir lavé son linge. D'ailleurs, le mercredi, c'est aussi le jour des comptes. J'ai, voilà, argent, lessive, choses, ce mercredi. Vous me comprenez? Il y a à l'évidence des points communs entre le profil victimologique de cette femme et la grand-mère paternelle de X. Bon.
Et c'est pas qu'une histoire de personne, c'est une histoire de lieu. C'est une histoire d'organisation de lieu aussi. Maintenant, fermé pour cause de décès. Ce petit écriteau, vous voyez, qui est marqué comme ça dans l'entrée de jeu. Alors, j'ai malheureusement pas de photo, je suis désolé, mais bon, c'est vraiment écrit comme tel. C'est vraiment fermé, c'est avec un R, il y a une faute d'orthographe. Fermé pour cause de décès, alors qu'on aurait pu mettre un accent aigu. Bon, on va laisser tomber ça. Pourquoi mettre fermé pour cause de décès sur la porte de cette librairie? Bon, sachant que ce n'est pas elle qui l'a écrit, c'est bien le tueur selon toute probabilité. Vous connaissez cette histoire de fermer pour cause de décès, ça peut réellement arriver, c'est-à-dire que vous êtes commerçant, effectivement, quelqu'un décède dans votre famille, vous indiquez par fermer aujourd'hui pour cause de décès, et puis on revient demain. L'annonce au public. Hein? C'est l'annonce au public. C'est l'annonce au public, effectivement. Donc qui dit annonce au public, c'est alors, on peut le voir de différentes manières, on peut le voir par exemple de manière un peu ironique. Parce que c'est pas fermé pour cause de décès d'un proche de la dame. C'est fermé pour cause de décès, la dame. Elle est morte là, c'est fini, vous ne pourrez plus rentrer dans ce magasin, c'est fermé pour cause de décès, c'est la dame qui est morte. En fait, c'est ça. Donc, le tueur annonce au public qu'elle est morte. Ça vous inspire quoi? Est-ce que c'est la même chose que déjà s'il ne l'avait pas fait? Non, il aurait très bien pu donc attendre que l'on découvre le cadavre sans mettre d'écriteau. Mais il a ressenti le besoin d'écrire cela. Pourquoi? Pour retarder la découverte du cadavre? Pour être ironique, on vient de le dire. Mais aussi peut-être pour revendiquer ce qu'il a fait. S'il annonce au public, elle est morte, on va dire c'est moi qui ai tué la dame. Mais en tout cas, sachez qu'elle est morte. Ça y est, c'est fini, pour cause de décès. Au revoir, ciao, bye bye. Hein, et je vous annonce que vraiment elle est morte cette fois-ci. C'est fermé. Il n'y aura plus personne dans cette maison. Il n'y aura plus de grand-mère. J'ai fait une. Donc c'est une forme de revendication. Indirecte. Et pour rendre public l'annonce de sa mort? C'est ça. Dès lors qu'il la rend publique, il la revendique. C'est comme tout acte. Hein. Daesh a revendiqué cet acte. Au début, on ne savait pas qui l'a fait. À un moment donné, ça rend public, ils font une annonce publique, ils utilisent un média public, et on sait donc effectivement qui l'a fait. Sauf que là, il va pas dire c'est moi qui l'ai fait. Il va lui dire soyez mon cause de décès. Mais l'histoire, enfin, je voulais dire que la nouvelle elle tourne, histoire que tout le monde sache bien que. Tout à fait. Alors là, deux choses l'une. Elle le mérite, et je veux que tout le monde sache qu'elle est morte et que c'est une justice. Ou alors, je dis à toi là, vous n'arrivez plus à venir là-dedans. Hein, peu importe qu'elle le mérite, c'est un petit peu pour dissimuler ce qui s'est passé, pour retarder la découverte du cadavre. C'est quelque chose comme ça qu'on met de côté. D'après vous, c'est quoi l'option? C'est l'option justicier. Elle le méritait bien. Ou l'option je dissimule et je fais en sorte qu'on le découvre que plus tard. Justifié. Justicier. Bon, donc, je vois très bien l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait avec elle? De ce que j'ai bien compris, il y a eu un coup à la tête, il y a eu antémortem, un viol. Mais un viol avec un objet. Il semblerait que, vu que le seul endroit où il y a du sang, en dehors de la baignoire, c'est le lit, bah c'est là où il y aurait donc perforation de la région vaginale, correspondante à cela. Les linges, les serviettes, c'est sans doute pour éponger un tant soit peu ou laver un tant soit peu, cette histoire-là, puisqu'il y en a qui sont ensanglantés également, mais peu. Et puis après, bah, il a fallu transporter de ce fait la dame de sa chambre à coucher, puisque c'était d'abord un viol antémortem, donc c'est un premier temps dans le scénario criminel, avant qu'elle se retrouve, et le médecin dit que c'est bien là qu'il a été mis pour la dernière fois, il n'a pas été déplacé en tout temps, dans la baignoire. Maintenant, cet individu donc a démontré sa compétence sexuelle, oui ou non? Cet individu a démontré sa compétence sexuelle, oui ou non? Non. Non. Pourquoi? Il aurait pu satisfaire.
Il aurait pu faire quoi? Il aurait pu satisfaire sa passion avec des moyens russes. Vous avez bien dit. On va faire plus simple en disant il aurait pu la violer lui-même. Il aurait pu la pénétrer par lui-même. C'est ça qui aurait attesté de sa compétence sexuelle. Rappelez-vous, c'est une pénétration d'un pénis dans des orifices sexuels, etc., tout bonnement. Et il l'a pas fait. Le médecin légiste ne nous dit pas ça. Il nous dit il y a eu une perforation par un objet. Cet objet, c'est ça, c'est une pointe en bois avec un petit truc ou une collerette en tissu qui a été fabriquée, je ne sais pas trop pourquoi. Il a été inséré, il a perforé, il y va et vient, en gros, voilà. Ça perforait même à l'extérieur, hein. Il y a des perforations estomacales derrière. Donc c'était vraiment très violent. Et ce type-là, il a donc utilisé un objet pour faire une pénétration sexuelle, vaginale. Rien d'anal, dit-on, ici au passage. C'est quoi ça? Bravo, Mourana. Merci, Mourana. C'est ça un exemple d'incompétence sexuelle. Quand on ne le fait pas soi-même, on requiert des substituts. Donc substitut, relation sexuelle à distance, mais comme c'est pas ça, c'est un objet qui devient un substitut du pénis. On ne vient plus utiliser un parapluie, une bombe à aérosol. Vous ne voulez pas laisser ces empreintes personnelles Alors bien sûr, c'est un intérêt pratique aussi, hein, en faisant comme ça, mais rien n'interdit de retrouver des empreintes digitales sur le bras. Donc non, c'est plutôt vraiment pour pénétrer cette vieille dame, mais pas lui. Pas son pénis. Et puis, la manière dont ça a été fait, c'est évidemment pas pour retirer une douceur de vivre dans la relation sexuelle. Vous voyez. C'est vraiment violent. C'est donc pour faire mal. Donc c'est du mot-clé. Donc, faire mal. Sadisme. Sadisme sexuel. Ah. Eros-thanatos. Eh oui. Vous comprenez dans cette perversion, hein, dans cette union fatale perverse de l'éros et du thanatos, le plaisir de tuer, le plaisir de faire mal, le plaisir donc de dégrader, etc. On est en plein dedans. C'est le cœur, on pourrait presque dire, de la motivation, en tout cas d'un des actes majeurs qu'il a commis, donc d'une des motivations majeures se faisant du criminel. Il voulait faire mal sexuellement. Donc on sait déjà que voilà, il faut comprendre une circonstance où Eros et Thanatos se sont alliés, pulsion vie, pulsion mort, et donc de ce fait, c'est clair qu'il n'a pas eu un véritable amour pour avoir une véritable pulsion de vie, et que la pulsion de mort a gouverné, couronne même ses activités probablement fantasmatiques. Donc il faut imaginer tout de suite une situation où mère négligente, père violent, ou l'inverse, des choses du genre, vous voyez, qui en viennent à confirmer ce qu'on a déjà dit depuis aujourd'hui. Ça va? Bon, alors donc cette dame, je veux vraiment la perforer jusqu'à ce que derrière le vagin, on remonte là, et on remonte où alors après le vagin? Si on commence à perforer. Avec le pancréas, il y a quoi aussi là-dedans? L'estomac. L'estomac. Ouais. Mais en gros, dans la zone, il y a quoi aussi? Pénétration. Si s'il avait fait par lui-même, il y aurait eu sperme. Puis le sperme, il en vient là, aller où? C'est extraordinaire, il faut faire un cours de biologie de 5e, les jeunes. Voilà. Ben, ils vont aller se loger où? Là où nous naissons? Oui. Dans l'utérus, bien sûr. Il dit placenta, très bien, mais dans l'utérus, c'est-à-dire après l'orifice ou la cavité vaginale, il y a bien entendu
tout ce qui fera que la naissance aura lieu, que voilà, la création tout simplement de quelqu'un aura lieu. Donc si vous perforez ce qu'il y a derrière, vous perforez aussi l'utérus. Oui, c'est très symbolique quand même, l'air de rien. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans la motivation, dans les hypothèses de motivation criminelle de ce tueur qui ne veut pas vraiment avoir du plaisir sexuel, c'est pas du tout l'objet. C'est aller faire mal à une dame jusqu'à l'utérus. Donc, Parce qu'il vient de ça, il vient de là. Assurer que les dames descendent. mais bien sûr, qu'il n'y ait pas de descendance, c'est-à-dire, voilà, c'est toujours aller revenir aux origines, à la genèse, aux racines du mal, ou aux racines de ce qu'il est. Je viens de là. Et donc je viens tuer quoi en fait? Ma source de vie. Ouais, alors symboliquement c'est la source d'eux, mais. Comme s'il n'y aura pas d'autre. Et voilà, il n'y en aura pas d'autre. Il faut arrêter cette chose-là et quelque part, grand-mère, tu as enfanté mon père. Qui a détruit l'image. Donc je viens te. Vous voyez, aux origines des origines. Comme le feu, on l'attaque à la source. Ça y est, tu as compris. Voilà, l'idée générale en tout cas elle est là. Après, peu importe le mot ou l'expression qu'on va utiliser, mais c'est un retour aux sources pour voilà, en finir avec ce processus vraiment sans fin, afin que tout s'arrête symboliquement. Et puis on peut peut-être aller plus loin en se disant aussi, bah, il se tue lui-même. C'est-à-dire que moi je suis devenu quoi? Je suis devenu un tueur. Je suis devenu un type vraiment l'horreur quoi. L'horreur. J'ai déjà un mort vivant quand j'étais vivant. Mais maintenant que je commence à tuer de cette façon-là, je suis un monstre. Donc autant arrêter tout de suite, revenons aux sources, et je vais en quelque sorte m'avorter. C'est ça. Il y a une symbolique d'avortement. Je viens de me tuer dans l'utérus de cette femme aux origines de la maternité sur plusieurs générations. Voilà. C'est un peu ça quand même. Dans les hypothèses sérieuses qu'on peut avancer un peu. Et alors, revenons donc à des choses beaucoup plus simples. Vous voyez qu'au bout du compte, quand il va laisser cette dame, elle est dans cette position-là. Je vous donne en 1000 trois hypothèses. 1, est-ce que c'est une pose humiliante et dégradante? 2, c'est une position respectueuse et digne. 3, c'est une position qui allie les deux. Je vous écoute. C'est pas pour nous. 1, c'est une position humiliante et dégradante. 2, c'est une position respectueuse et digne. 3, c'est un assemblage des deux. C'est la première. La première. Très clairement, en quoi voulez-vous voir du respect et de la dignité dans cette position? C'est précisément tout le contraire. C'est-à-dire, quand on dit position humiliante,